En Allemagne, l'impensable est arrivé la semaine dernière. Un candidat libéral, allié aux chrétiens démocrates et au parti d'extrême droite AfD, remporte la présidence de la Thuringe, une région à l'est de l'Allemagne. Une alliance avec les nationalistes jamais vue depuis 1945. En déplacement en Afrique du Sud, la chancelière allemande a réagi très fermement. L'élection du président de l'État de Thuringe est inédite. Elle rompt avec une conviction fondamentale, à la fois pour la CDU et moi-même, à savoir qu'aucune majorité ne doit être gagnée avec l'aide de l'AfD. Face au tollé qu'a suscité son élection dans la classe politique comme dans la rue, le vainqueur du scrutin démissionne. Démission ou pas, cet épisode met en relief la déconfiture des partis traditionnels face aux partis d'extrême droite qui gagnent du terrain. Victime collatérale de cette crise, le successeur d'Angela Merkel à la tête de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK. Elle jette l'éponge et renonce à rester à la tête du parti. Compte tenu de l'état de division de la CDU, il n'est pas du tout évident que le successeur arrivera à ressouder les morceaux. Je crois que l'Allemagne est paralysée, en tout cas d'ici les prochaines élections, qu'elles aient lieu à leur terme normal ou avant. Pilier de l'Europe, l'Allemagne traverse une période de turbulence politique doublée d'un ralentissement économique. La croissance a dégringolé, 0,6% l'an dernier contre 3,6% en 2010. La fin d'une décennie faste, pendant laquelle l'Allemagne a été érigée en modèle et sa chancelière donnée en exemple. En accueillant plus d'1 million de réfugiés en 2015, Angela Merkel était même pressentie pour le Nobel de la paix. L'homme fort de l'Europe est-il malade ? Crise des valeurs, remise en cause du modèle économique, la situation en Allemagne fragilise-t-elle encore plus l'Union européenne ? Quel avenir pour le couple franco-allemand ? 3 invités pour en parler. Hélène Miard-Delacroix, bonsoir. Vous êtes professeure à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Selon vous, l'Allemagne a clairement perdu sa position de champion économique. Le protectionnisme international, et notamment américain, met à mal sa place de puissance exportatrice. À côté de vous, Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Politologue spécialiste des questions internationales. Vous êtes président du Centre d'études et de la réflexion pour l'action politique. Vous estimez que tant que la crise politique allemande ne sera pas réglée, la relation très particulière qu'entretient la France et l'Allemagne est vouée à s'affaiblir sans rompre le dialogue. L'Hexagone doit repenser ses alliances. Et à côté de vous, Léo Klim, vous êtes correspondant à Paris du quotidien Süddeutsche Zeitung. D'après vous, Léo Klim, malgré les difficultés, l'économie allemande conserve des bases solides. En revanche, la situation politique est beaucoup plus préoccupante et elle affaiblit toute l'Europe. Vous avez sélectionné la première question du débat. Sonia. Oui, quelles sont les conséquences de ce fiasco en Thuringe ? La coalition qui dirige l'Allemagne va-t-elle exploser, Léo Klim ? Est-ce que cette situation pourrait accélérer le départ d'Angela Merkel en convoquant des élections anticipées en Allemagne ? Alors ça, je ne pense pas, parce que les deux partis au pouvoir n'y ont pas intérêt. Ils sont fortement affaiblis, donc là, ils sont en pleine crise. Ils vont pas perdre encore plus sciemment accélérer leur chute et perdre plus de voix au Bundestag. Par contre, ce qui s'enclenche maintenant, c'est la succession d'Angela Merkel, puisque son plan A, tout bêtement, n'a pas marché avec sa dauphine. Maintenant, il y a les concurrents qui se mettent en place et ceux qui veulent succéder vont vouloir évidemment déjà... c'est d'abord une succession pour être chancelier, en fait, pour être candidat à la chancellerie. Et ensuite, il faut leur faire une place aussi au sein du parti. Voilà, c'est ça qui se joue. Et peut-être qu'Angela Merkel va devoir faire une concession assez rapidement. Laquelle ? C'est une autre histoire, on verra ça plus tard. En attendant, le chiffre du jour, Anne. Eh bien 14, car cela fait un peu plus de 14 ans qu'Angela Merkel dirige l'Allemagne. Elle en est à son 4e mandat. Alors une question simple, Hélène Miard-Delacroix, est-ce que ça fait trop longtemps ? C'est toujours après qu'on peut le dire. Angela Merkel est particulièrement bien placée parce qu'elle a assisté au mandat de trop ou à la tentative de trop de Helmut Kohl de rester au pouvoir et elle a d'ailleurs contribué à accélérer sa chute. Je pense qu'elle, dans sa perspective, lorsqu'en 2017, elle est retournée encore une fois au charbon, elle estimait que les conditions n'étaient pas rassemblées pour assurer la pérennité de sa ligne politique et qu'elle n'avait pas de successeur. Donc, elle a continué. Simplement, on a vu très vite que c'est que 4 années, une mandature
sûr en Allemagne. Quand c'est la 4e fois. Voilà. Mais on a vu que très rapidement, à chaque élection régionale, son parti et son partenaire, aussi le SPD, perdaient. Et c'est d'ailleurs en 2018 la raison qui l'a conduite à se retirer de la direction du parti tout en restant chancelière pour essayer de préserver le poste de chef de gouvernement des malheurs qui arrivaient à son parti. Alors son plan, en effet, n'a pas bien fonctionné. Elle est allée chercher Annegret Kramp-Karrenbauer, qui finalement a atteint peut-être le maximum qu'elle pouvait réussir et qui s'est fait beaucoup malmener par les nombreux hommes qui ont été au cours du temps écartés par Angela Merkel. Et là, en effet, reviennent à la charge un certain nombre de successeurs potentiels. Alors, c'est discuté en Allemagne de savoir est-ce qu'on doit d'abord définir qui est le candidat chancelier ou d'abord on se calme et on va trouver un successeur à la chef du... Laissez-moi juste dire une chose. Je ne pense pas que AKK ait chuté à cause AKK, c'est la dauphine d'Angela Merkel qui s'est retirée. Elle n'a pas chuté à cause des hommes, c'est surtout sa propre incompétence. Elle n'était malheureusement pas à la hauteur de la tâche et c'est une déception. Mais les hommes reviennent. Nicolas Tenzer, non, mais juste pour savoir un petit peu quelles sont les causes à l'origine de cette crise en Allemagne. Par exemple, quelle est la part de la question migratoire ? On sait que l'Allemagne a pris beaucoup sa part dans l'accueil d'immigrés, notamment suite à la crise de 2015, plus d'1 million à ce moment-là. Quelle est la part aujourd'hui de cette question migratoire dans la situation politique allemande ? Alors je pense que ça a joué. Il faudrait quand même souligner le courage quand même extraordinaire de la chancelière. En 2015, quand elle a dit elle a fait finalement ce qu'aucun autre chef de gouvernement, chef d'État en Europe n'a fait. C'est une décision courageuse, c'est une décision qui était fondée sur des principes, qui était liée aussi à son histoire personnelle. Et je crois qu'il faut, sur le plan historique, lui rendre quand même hommage pour ce qu'elle a fait. Alors ça a divisé évidemment son propre parti. Et on voit d'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres pays en Europe, y compris en France, on voit des partis de droite traditionnels se diviser évidemment sur la question migratoire, comme ils se divisent aussi sur des sujets, disons, entre guillemets, je n'aime pas trop le terme, identitaires, entre guillemets. On voit évidemment aussi que les autres partis ont eu du mal à embrayer le pas et à soutenir la chancelière, y compris d'ailleurs la SPD, donc les partis social-démocrates, c'est quand même aussi une réalité. Et évidemment, on a vu surgir, mais là aussi, ce n'est pas exceptionnel en Europe, l'AfD, donc le parti d'extrême droite, dont certains éléments sont vraiment pro-nazis, je pense qu'il faut le dire de manière aussi claire que cela, et qui évidemment ont enfourché ce cheval de bataille, poussé évidemment par des réseaux sociaux et une politique de désinformation massive, poussée notamment par la Russie de M. Poutine. Et je crois que ça a créé évidemment un choc évidemment extrêmement fort dans le pays, alors même évidemment que l'on avait une fragmentation de la CDU, de la SPD, l'affirmation de l'AfD, Die Linke, donc l'extrême gauche, jouant d'ailleurs d'une certaine manière ce jeu extrêmement dangereux, avec les Verts d'une certaine manière apparaissant comme une forme de pilier, de stabilité, assez curieusement en Allemagne par rapport à ces autres pôles politiques. Hélène Miard de la Croix, si on revient 2 secondes à l'élection de cet homme qui a dû démissionner d'ailleurs avec les voix de la CDU et de l'AfD, ce parti d'extrême droite néo-nazi, il y a une lecture différente du passé qui ne passe pas, le passé nazi, selon que l'on est en ex-Allemagne de l'Est ou en RFA ? Oui, alors en partant du principe que les électeurs dans les nouveaux Länder sont des anciens citoyens de la RDA. C'est quand même alors, est-ce qu'il y aurait une fracture générationnelle en effet, aussi ? Alors, la fracture générationnelle est un phénomène là, qui est plus commun à l'ensemble de l'Europe. Il y a un certain nombre d'études qui ont montré que les jeunes de 20 à 25 ans étaient relativement tentés par des solutions autoritaires. Donc là, il n'y a pas de spécificité allemande. En revanche, là où il y a en effet une différence entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, bon là, il faut juste rappeler la façon dont la RDA a géré le passé nazi en disant... Eh bien, nous sommes marxistes-léninistes, nous sommes le résultat de la résistance. Le nazisme, ce n'était pas nous. Le nazisme, c'est le capitalisme. Ils sont tous de l'autre côté de la frontière. Donc, bonnes gens, dormez tranquilles. Vous faites partie du groupe antifasciste. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je simplifie à peine. Je simplifie à peine. Alors, l'effet que ça a eu, c'est qu'en effet, dans les cours d'histoire, le nazisme était présent, mais toujours comme le produit de l'impérialisme capitaliste, etc. Et donc, ce travail de faire face à l'histoire, qui est constitutif de l'identité ouest-allemande et qui explique pourquoi tant de gens là descendent dans la rue en disant on ne veut pas de nazis, on ne veut pas de fascistes, ça n'a pas eu lieu en RDA. Et donc est venu s'ajouter à ce discours de victime
le discours de victime actuel, où beaucoup de gens se réinventent un petit peu leur histoire aussi, considèrent qu'ils ont perdu dans le processus de la réunification et donne très rapidement foi à toute offre qu'on appelle réduction de complexité, c'est-à-dire où l'explication du monde est simple, il y a les bons, il y a les méchants, il y a la classe politique pourrie de l'Ouest, et puis il y a une offre de gens qui d'ailleurs en partie viennent de l'Ouest. Parmi les dirigeants de l'AfD, le fameux Höcke, qui fait quand même très peur et qui est lui très clairement néo-nazi, c'est un professeur d'histoire qui vient de l'Ouest. D'accord. Alors justement, au cœur de la crise des valeurs sans doute et de la démocratie chrétienne, il y a un homme, on va s'intéresser à lui, Hans-Georg Maaßen, peut-être que je le prononce mal. Il est patron de l'Union des valeurs, un collectif de membres de la CDU qui est favorable à une coopération étroite avec l'extrême droite. Thibault Nolte le prend avec des pincettes. Prise de tête. On leur prend, mais on leur rend. Hans-Georg Maaßen, 57 ans, ex-espion, remercié, droitier, allemand. Je suis Hans-Georg Maaßen, épine dans la Birkenstock du Parti chrétien-démocrate. Je symbolise le coït contre nature entre droite et extrême droite, comme aux élections du 5 février en Thuringe. J'ai applaudi, j'ai dit, ce qui compte, c'est que les socialistes disparaissent. Non, ce qui compte en Allemagne, c'est que l'extrême droite, l'AfD, disparaisse. Écoute, le socialo, je fais partie de l'Union des valeurs, club naphthaliné de la CDU, opposé à la politique migratoire et favorable au bunga-bunga avec l'AfD. Ça ne fait pas de moi un nazi. D'ailleurs, mon grand-père et mon oncle ont été emmerdés par les nazis. En juin, t'as quand même dit, sous les applaudissements, j'ai pas rejoint la CDU pour que 1 800 000 Arabes arrivent en Allemagne. Ils auraient dit quoi, tonton et papy Qu'on ne se méprenne pas, j'adore l'Orient. J'ai épousé une japonaise. J'aime l'ordre aussi. J'ai fait mon droit et ma carrière au ministère de l'Intérieur jusqu'à devenir patron de la DGSI allemande en 2012. Le James Bond de Mönchengladbach. Wow, tu peux montrer ton arme? Tu peux faire une cascade? Tu peux pêcher une bonasse? Et tu peux aussi m'expliquer comment en 2013 t'as balancé les données collectées par ton agence à la NSA? Ou comment en 2015 t'as tuyauté la chef de l'AfD sur la façon d'éviter les services de renseignement? Ou comment à Chemnitz en 2018 t'as taxé de fake news une vidéo de chasse aux étrangers bien réelle? Après cet incident, Merkel m'a déplacé comme conseiller auprès du ministre de l'Intérieur. Lors de mes adieux, j'ai dénoncé l'œuvre des forces de gauche et j'ai été foutu à la retraite. Mais je me suis retrouvé en politique. La vie, c'est beau comme une table d'écoute. Enfin, tes amitiés avec les fachos et ta comparaison des navires humanitaires avec un service de navette pour migrants t'ont valu les menaces d'exclusion du parti. Oui, mais je suis encore là. Et je ne serais pas étonné qu'un jour, il me fasse des excuses. Merci Thibault Nolte. Anne? Oui, Léo Klim, qu'est-ce qui mijote à droite de la droite allemande? Est-ce que le plan, c'est de faire évoluer la ligne de la CDU ou c'est carrément de faire imploser le parti? Non, c'est de déplacer effectivement le parti plus à droite. Il y a cette frange du CDU qui reflète un électorat qui pense que l'AfD est le produit de la politique d'Angela Merkel. Qui répond à ça. Et c'est exactement ces gens-là, Maaßen et compagnie, qui sont en train de défier non seulement la CDU, mais l'Allemagne tout entière. Parce que la question qui nous est posée, c'est en fait où est le centre de notre société? Et qu'est-ce que le centre? Parce que ça a toujours la grande force de l'Allemagne depuis des décennies, c'était d'être un pays totalement centré. On bougeait juste un petit cran à gauche, un petit cran à droite. Mais on ne s'éloignait jamais du centre. Et donc maintenant, là, c'est la tentative de déplacer tout le curseur à droite et de déplacer le débat, les valeurs, les repères. Et c'est très grave. Et ça se voit sur l'incident auquel on a assisté en Thuringe, où il y a une partie du parti, pas seulement au niveau du Thuringe, mais au niveau national, qui se fait piéger par ce débat. Le CDU, le parti de la CDU. Voilà. L'économie, Sonia, des ralentis. Et oui, ça va pas fort. Elle a ralenti l'économie allemande l'an dernier, on le voyait dans le sujet tout à l'heure. La croissance est tombée à 0,6% en 2019. C'est 2 fois moins que l'année précédente parmi les grands pays européens. Seule l'Italie affiche une croissance aussi morose. Et le plus inquiétant peut-être pour la première économie de la zone euro, c'est que ce ralentissement touche le moteur de l'économie allemande, l'industrie, et en particulier l'industrie automobile qui accuse une baisse de 11%
en un an. Or, un emploi sur 7 en Allemagne est lié directement ou indirectement au secteur de l'automobile. Des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois seraient donc menacés aujourd'hui. L'Allemagne qui a souffert des tensions commerciales, notamment entre la Chine et les États-Unis, évidemment, on en a beaucoup parlé. Un contexte international difficile auquel il faut rajouter aujourd'hui la crise du coronavirus. Hélène Miard-Delacroix, est-ce qu'au-delà de ces difficultés, on va dire conjoncturelles, ce n'est pas le modèle même de l'économie allemande qui est à revoir, un modèle qui est donc fondé sur ces industries comme l'automobile ou la chimie, qui ne sont pas vraiment compatibles avec le défi climatique d'aujourd'hui. Voilà. Alors là, avec le dernier mot, le défi climatique, vous avez rajouté l'élément qui s'additionne à cette crise. Alors, on peut considérer qu'il est conjoncturel d'avoir un protectionnisme plus important dans le monde et que la politique de Trump visant à taxer, de son point de vue, les importations venant d'Europe et notamment les voitures allemandes, touche très fortement cette branche qui, quand même, il faut pas l'oublier, hein, c'est le secteur de l'industrie automobile, c'est à peu près 400 000 personnes, et les fournisseurs sous-traitants, c'est aussi encore 400 000 personnes, et si vous rajoutez tous les services qui fonctionnent avec, s'il y a un recul, en effet, des exportations des voitures allemandes, ça touche tout le monde, c'est normal qu'on le voit. Vient s'ajouter à ça aussi, et ça on le sent très fort, on vient de parler des Verts, il y a une pression très forte qui vient de la société et d'un certain nombre de forces du pays pour dire notre modèle du tout voiture, des SUV, des gros véhicules qui roulent à 150, 180, 200 à l'heure sur les autoroutes, c'est dépassé. Or, là, il y a une inquiétude, alors qui se manifeste dans le refus absolu de toute limitation de vitesse sur l'autoroute, mais ça, c'est plus anecdotique. C'est une façon de dire non, nous refusons de lâcher ce modèle qui fait partie, d'une certaine façon, de notre identité. Comme ça vient s'ajouter à des choix que l'Allemagne a fait en matière de mix énergie, de renoncer définitivement, enfin on ne sait pas si c'est définitivement, mais au nucléaire et de continuer encore à mettre du charbon, ça n'améliore pas la situation de CO2. Donc c'est un ensemble, si vous voulez, de situations qui, peut porter un coup d'arrêt, mais un petit ralentissement à l'économie allemande. Est-ce que l'Allemagne et l'économie allemande n'est pas une victime collatérale de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui met un petit peu le bazar ou sous tension, en tout cas, le commerce mondial? Il est évident que ça a un effet sur l'Allemagne, mais si on regarde les causes de ce ralentissement, encore une fois, il faut être aussi mesuré, c'est-à-dire on a un ralentissement, on a une diminution malgré tout des capacités productrices allemandes, un modèle en crise, je vais y revenir. Voilà, mais quand même, je veux dire, en termes, je dirais, comparatifs par rapport à la plupart des pays européens, il y a comme de beaux restes. Hein, il faut quand même. En revanche, ce qui est aussi, je crois, très frappant, au-delà effectivement des différents commerciaux, mais qui touche l'ensemble des pays, évidemment encore plus l'Allemagne parce que c'est une puissance exportatrice, mais quand même malgré tout, quand même l'ensemble des pays, il y a aussi un autre facteur, c'est la baisse d'investissement. La baisse d'investissement et la faiblesse traditionnelle de l'investissement public, de l'investissement également en partie privé, notamment dans le secteur de la R&D, donc la recherche. Et on a évidemment, en raison de ce poids même, qui était aussi un avantage au départ de l'industrie allemande, qui est particulièrement forte, avec ce qu'on appelle le Mittelstand en allemand, c'est-à-dire tout ce réseau de très grosses PME, plus de 2000 personnes, effectivement, on a un modèle qui est assez peu mobile. Et par rapport à un certain nombre de concurrents, notamment asiatiques, qui a beaucoup plus de mal à se réorienter. Alors on avait une machine qui était une machine extrêmement puissante. Je l'ai vu dans certains rapports officiels, je veux dire, à l'extérieur, on voyait le secteur public, le secteur privé qui marchaient la main dans la main pour promouvoir. Aujourd'hui, ça devient évidemment beaucoup plus difficile. Faites-nous écouter quelqu'un. Mais oui, je vous propose d'écouter Sandro Gozi, eurodéputé La République En Marche et ancien secrétaire d'État italien aux Affaires étrangères. Les coups franco-allemands est sans doute nécessaire, ce n'est plus suffisant. Il faut construire une Europe par groupe de pays, par groupe de leaders. Et il faut avancer par des groupes de pays qui aient la volonté politique de bâtir l'Europe qu'il nous faut, sans doute France-Allemagne, mais aussi d'autres pays. Oui, Léo Klim, dans quel état est le couple franco-allemand? Dites-nous. Je pense qu'il est jamais en très bon état et jamais en très mauvais état. Il ne faut pas exagérer. C'est normande que vous faites. Je m'étonne de la part d'un Allemand. Non, franchement, quel que soit... on n'est plus du temps où les rôles étaient très clairement distribués, comme Kohl et Mitterrand, par exemple. On est sorti de l'après-guerre et aujourd'hui, on gère la relation. Effectivement, il y a un déséquilibre aujourd'hui du fait qu'Emmanuel Macron
est moins usé par le pouvoir qu'Angela Merkel. Mais il y a aussi autre chose, c'est que Emmanuel Macron a envie de développer des visions européennes. Et je vais vous raconter un secret, c'est que Angela Merkel n'a pas de vision européenne. C'est-à-dire qu'elle a géré la crise pendant longtemps, ce qui a fait d'elle la leader en Europe. Mais voilà, donc elle n'a pas la même conception, et là, de toute façon, elle est en fin de parcours, tout particulièrement après ce qui s'est passé maintenant en Allemagne en politique intérieure. Donc, d'ici 2021, même si l'Allemagne a la présidence de l'Union européenne à partir du mois de juin, vous n'allez plus beaucoup entendre parler d'initiatives allemandes, encore moins d'ailleurs, oui. Et Emmanuel Macron deviendra une sorte de leader parce que la nature déteste le vide sur la scène européenne, Hélène Miard de la Croix. C'est compliqué. Alors je pense que là, il a compris qu'elle n'arriverait pas à le suivre et qu'ils ne feraient pas ensemble ce dont il a rêvé en 2017. C'est dommage, c'est une occasion manquée. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense qu'en effet, il a été, lui, quand même élu sur un projet européen. Il est plein d'enthousiasme, ça a été dit. Il ne va pas se laisser arrêter de la sorte. Donc, en effet, il va plutôt chercher d'autres interlocuteurs, pas en alternative. Ça, ce serait faux. Hein. On a toujours les questions sur le couple franco-allemand. On s'aime pas. C'est jamais comme ça. On est toujours les partenaires les plus proches et on a une capacité à s'interpénétrer dans les structures qui font qu'on est toujours au courant. On est très au courant de ce qui se passe dans l'autre pays. Pour autant, Emmanuel Macron est allé en Pologne, il essaie de multiplier les autres partenaires, ce qui est très bien. En plus, parce qu'on se trouve là, avec la sortie des Britanniques, avec quand même une modification des équilibres et où le poids relatif de la France a augmenté. Nicolas Tenzer, certains peuvent peut-être même déboucher le champagne. Il y a des pays, notamment au Sud, qui ont trouvé que depuis quelques années, l'Allemagne impose une politique trop rigoriste, trop rigoureuse en Europe. Est-ce que ce retrait de l'Allemagne peut aussi avoir, je ne sais pas, des avantages dans la façon de fonctionner en Europe? Non, dans la mesure où, de toute manière, l'Allemagne a toujours, par définition, voix au chapitre sur le plan européen, un membre éminent quand même de l'Europe à 27. Hein, je veux dire, donc ça c'est quand même la réalité. En revanche, ce qui est à mon avis certain, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus de fond, je pense, avec la question allemande qui se trouve aujourd'hui marquée dans un contexte de tension. C'est un double problème. Premier problème, c'est que l'Allemagne reste, et pour des raisons historiques très profondes, reste sur le plan international relativement un nain. Sur le plan militaire, il faut voir aussi l'état, je dirais, de la Bundeswehr, qui est quand même un tout petit peu pitoyable. Ensuite, il sera très très difficile, effectivement, pour l'Allemagne d'accepter aussi de participer de manière très active, en première ligne, à des opérations extérieures. Et de voir cercueil. Voilà. Et le deuxième problème, c'est le problème russe. C'est qu'on a, avec l'accord de coalition, on a quand même un vrai problème. Vous voyez le problème du pipeline, enfin de l'éoduc Nord Stream 2, qui empoisonne le débat. La SPD, qui a une tendance à être quand même très en faveur de l'apaisement. On a le problème de M. Schröder, qui agit toujours en coulisses dans la vie politique allemande. Voilà, et ce sont comme des problèmes très sérieux. Très bien. Merci, écoutez, pour cette conclusion.